suite, après ce dernier épisode de viol, j'ai bloqué pour, je sais pas, j'ai effacé, comme après un accident de voiture, on se rappelle rien de ce qui s'est... À 10 ans, j'étais en amnésie. Épisode 2, l'amnésie traumatique et ses conséquences. Des événements traumatiques majeurs comme les viols, d'autant que la victime est très jeune, provoquent un stress extrême qui représente un risque vital pour le cœur et le cerveau. Se mettent alors en place des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de déconnecter les circuits émotionnels et ceux de la mémoire. Le résultat, c'est d'une part une dissociation traumatique qui anesthésie émotionnellement la personne traumatisée et d'autre part une mémoire et une amnésie traumatique. Qu'est-ce que cette amnésie traumatique ? Pourquoi seules certaines victimes la développent ? Combien de temps dure-t-elle ? À quoi sert-elle ? Pour répondre à toutes ces questions, le docteur Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, ancienne victime, qui nous parlera aussi de son histoire personnelle face à ces crimes. On a parlé dans le premier épisode de sidération, de dissociation, de mémoire traumatique, tout phénomène qui s'accompagne souvent d'amnésie traumatique. Comment on définit ces amnésies ? Alors, l'amnésie traumatique, c'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique dissociative. Donc, elle fait partie des symptômes de l'état de stress post-traumatique tel qu'il est défini par le manuel diagnostique là, de ce qu'on appelle le DSM-5. Mais et de toutes les définitions en fait, des troubles psychotraumatiques. Et le fait qu'elle soit dissociative est un élément important. C'est la dissociation traumatique qui est à l'origine de cette amnésie traumatique dissociative. En fait, tout le monde a pu le repérer. On a des souvenirs qui sont d'autant plus importants qu'ils sont émotionnels. On se souvient très bien, par exemple, par rapport au 13 novembre 2015, exactement qu'est-ce qu'on faisait au moment où on a appris ce qui était en train de se passer dans les bars et au Bataclan à Paris. On se souvient très bien. On se souvient très bien d'événements comme une naissance, etc., parce que c'est très émotionnel. Quand on n'a plus de capacité émotionnelle du fait de la dissociation traumatique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout paraît irréel, déconnecté, tout semble être dans un brouillard total. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une amnésie où tout a disparu. C'est la mémoire de l'événement, elle n'a pas disparu. Elle est là, mais elle est dans le brouillard. Donc on ne peut pas y accéder parce que elle n'est pas du tout représentative de ce qui s'est passé et de la gravité de ce qui s'est passé. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de victimes qui, par exemple, peuvent avoir des amnésies traumatiques dissociatives partielles. Elles se rappellent de moments et puis d'autres moments. C'est là, mais c'est comme si ça n'existait pas ou comme si c'était pas réel. Vous voyez, ça donne vraiment une drôle d'impression. Tant que la victime est dissociée, elle est dans cette incapacité de ressentir ses émotions et elle ne va pas pouvoir repérer ce qui lui est arrivé, comment ça lui est arrivé. En plus, la dissociation, ça entraîne une atteinte aussi de tout le repérage temporo-spatial. Donc, c'est même plus situé dans le temps, c'est complètement fragmenté. Donc, il y a plein de choses comme ça qui lui passent par la tête. Il se passe des choses, mais elle ne ressent pas l'émotion. Alors, je vais simplement dire une chose sur la dissociation traumatique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'émotion qu'il n'y a pas des atteintes corporelles liées au stress extrême. C'est pas parce qu'on ne ressent pas de douleur qu'il n'y a pas des atteintes de l'intégrité physique. Hein. C'est pas parce qu'on a la main anesthésiée et qu'on la pose sur une plaque électrique qu'on ne va pas avoir d'atteinte. Voilà. Donc, mais en plus, les victimes dissociées ne vont pas pouvoir du tout se défendre. Elles vont pas pouvoir identifier le danger qu'elles courent du fait même de cette dissociation. C'est pour ça que aussi la dissociation traumatique va être un élément de réitération, de violence subie très importante. Et cette amnésie traumatique dissociative empêche la victime de pouvoir témoigner de ce qui lui est arrivé. Ou alors ce qu'on voit, c'est que souvent la victime qui a une amnésie traumatique parle quand même de ce qui a pu se passer. Elle en parle à plein de moments, souvent, mais elle se rappelle même plus qu'elle en a parlé.
C'est-à-dire, c'est souvent quand on fait une enquête, d'où l'intérêt des enquêtes, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des témoignages qui disent mais si là, elle en avait parlé à tel moment ou juste après, etc. Mais pour la victime, après, c'est comme si ça n'existait plus. Euh, donc c'est très particulier comme sensation. Et ça empêche effectivement d'être protégé, de pouvoir porter plainte, ce qu'on va reprocher aux victimes. Et si la situation dans laquelle est la victime est une situation d'exposition à un danger permanent, parce que c'est dans la famille ou parce qu'elle est toujours au même endroit où s'est produit le viol, dans le cadre d'un contexte, à ce moment-là, ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Enfin, je veux dire, ça peut être très très long. Et durant toute cette période, elle va souffrir, Mhm. se mettre en danger éventuellement, développer des conduites à risque. Alors, pendant toute cette période, alors c'est très particulier parce que les conduites à risque de la situation d'amnésie traumatique dissociative sont pas du tout les mêmes que les conduites à risque de la mémoire traumatique quand elle devient, quand elle est émotionnellement parlante. C'est-à-dire que elle va avoir d'incapacités à repérer des dangers. Elle va sembler tolérer des situations intolérables. Elle va Par pouvoir exemple. accepter. C'est un peu la problématique. Vous savez que beaucoup de personnes en situation prostitutionnelle ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, dont elles sont encore dissociées et souvent D'accord. amnésiques, hein, plus ou moins amnésiques. Et elles peuvent penser qu'elles supportent l'insupportable. Mais on peut aussi retrouver, je pensais à une journaliste qui était grand reporter, qui me disait que tant qu'elle était comme ça dans cette situation de dissociation et d'amnésie traumatique dissociative, elle pouvait se retrouver sur des situations de guerre sans se protéger du tout. Donc ça expose à plein de dangers en fait. Mais c'est presque les rechercher. C'est pas forcément les rechercher, mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce qui se passe, même avec une amnésie traumatique dissociative, on a une mémoire traumatique de paroles de l'agresseur qui disent à la victime, en fait, de toute façon, tu vaux rien, tu dois mourir, tu mérites pas de vivre, et que tout ça est là, présent, sans les émotions qui pourraient permettre de contrer ces paroles-là. C'est les D'accord. émotions aussi, ça D'accord. permet de contrer la culpabilité aussi. Tu es coupable de tout, tu vaux rien, tu mérites de mourir. Donc les victimes qui sont en amnésie traumatique peuvent avoir des idées suicidaires dont elles ne savent même pas pourquoi elles arrivent, mais il faut qu'elles meurent. Mais on sait que par exemple ces victimes sont effectivement plus souvent addicts que des femmes ou des femmes ou des hommes qui n'ont pas été victimes, sont plus souvent atteintes d'obésité que les autres. Mhm. Comment on comprend ces phénomènes? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pendant la dissociation traumatique et l'amnésie traumatique dissociative, il y a une représentation de son corps qui est pas du tout intégrée. C'est-à-dire que le corps, c'est comme si on était à côté de son corps et que du coup, la représentation aussi par exemple, par rapport à la satiété, le sentiment de satiété, on va pas le ressentir. On va pas avoir une perception normale de son corps. On va pas le percevoir tel qu'il est. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des personnes qui sont dans des anorexies graves ou des obésités morbides. On peut avoir des troubles du sommeil. Alors, c'est pas des cauchemars traumatiques, mais c'est un sommeil qui est bizarre. Enfin, on n'arrive pas du tout à pouvoir vraiment se reposer, tout ça, parce qu'il y a toujours une activité comme ça, mais qui n'est pas repérable. C'est très particulier, en fait, cette situation. Et ça fait que les victimes sont en grand danger. En grand danger parce qu'elles peuvent être exposées à plein de situations sans y réagir et sans se protéger. En grand danger parce qu'elles vont être repérées par les agresseurs. Parce qu'une victime dissociée, c'est une victime qu'il est facile d'agresser, dont on est à peu près certain qu'elle ne va pas parler, qu'elle ne va pas se souvenir des événements, qu'elle ne va pas pouvoir les partager, et qui va être très facile, en fait, à cibler. Et qui, en plus, va réactiver chez l'agresseur la mémoire traumatique des agressions qu'il a déjà commises. Enfin, ça, on en reparlera, mais c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, elles vont être beaucoup plus exposées à de nouvelles agressions, à répétition. Elles ne vont pas repérer des symptômes.
qui sont très importants, qu'il faudrait traiter et soigner. Donc souvent, elles vont développer des pathologies somatiques très importantes. Elles vont pas s'inquiéter parce qu'elles ont une boule dans le sein, elles vont pas s'inquiéter de troubles cardiovasculaires, alors qu'il faudrait consulter. Donc elles vont avoir un état de santé beaucoup plus délétère, avec des conséquences sur leur santé vraiment importantes. Donc c'est tout cet ensemble qui va faire qu'elles vont être à côté de leur vie, quoi. Elles vont être là. Et vous savez, quand on n'a pas d'émotion, on a l'impression on a le syndrome de l'imposteur. En fait, on a l'impression qu'on est toujours décalé par rapport aux événements, mais on doit quand même bien s'adapter. Donc on va jouer les émotions. On est obligé de jouer des émotions qu'on n'a pas. Donc c'est beaucoup de victimes qui me disent, bah voilà, j'étais à l'enterrement de ma grand-mère que j'adorais et je ressentais rien. Et c'était horrible, hein, parce que je savais que je l'aimais, mais je ne pouvais pas pleurer, pas l'exprimer. Et c'est souvent on dit aux victimes, mais c'est maintenant que vous pleurez que en fait vous êtes en vie, que c'est positif d'avoir des émotions. C'est vraiment énorme. Et puis on va se retrouver avec, alors ça c'est un élément aussi qui est très important par rapport à l'entourage. Une victime dissociée, elle va susciter beaucoup moins d'empathie qu'une victime qui ne l'est pas. Parce que on va pas ressentir d'émotions. C'est vrai, on a des neurones miroirs qui font qu'on ressent les émotions d'autrui. Si quelqu'un n'a pas d'émotions ou qu'il a des émotions qui sont jouées, on va ressentir quelque chose Qui met mal à l'aise. qui met mal à l'aise, qui est pas congruent, quoi. Et du coup, elles vont être soit oubliées, ces victimes-là, elles vont pas être prises en compte. Si jamais elles disent que quand même il y a quelque chose qui va pas, on sait que elles vont avoir moins de prise en charge médicale, même si elles consultent. Elles vont être laissées pour compte en quelque sorte à peu près partout. Et si elles commencent à quand même essayer d'exprimer quelque chose qui est vaguement là, bah, personne va les croire, quoi, de ce qu'elles peuvent dire. D'où l'importance effectivement pour la prise en charge, la formation des soignants, bien sûr on en parlera. Je voudrais qu'on parle de vous, puisque vous m'autorisez à le faire. Vous aviez 64 ans quand la vague MeToo inceste a déferlé sur Twitter. Vous avez tweeté: j'avais 6 ans, c'est une personne de ma famille qui m'a livré à des pédocriminels. À ce crime a succédé une amnésie traumatique et une dissociation. Vous avez vécu quoi? Alors, c'est arrivé à l'âge de 6 ans. Donc j'ai des souvenirs avant l'âge de 6 ans, même des souvenirs positifs, et cetera. Et entre 6 ans et à peu près 11 ans, disons, pendant 5 ans, rien. Pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Donc je sais pas. J'ai traversé l'école primaire de façon catastrophique. Alors j'ai été décrite par ma famille comme une enfant très réservée qui passait son temps sous la table à jouer avec des épingles et des bouts de tissu parce que ma grand-mère était couturière. J'étais pas embêtante, j'embêtais personne, mais j'étais complètement isolée. J'avais pas d'amis, j'ai aucun souvenir d'enseignants de l'école. Enfin tous les éléments qui sont importants pour les enfants, j'en ai aucun. Et j'ai commencé pour différentes raisons à revivre à partir de l'âge de 11 ans. En plus, j'ai eu un petit chien qui Qui a provoqué des émotions? Ouais, et qui m'a un peu sauvé la vie. Et puis, je suis arrivée au collège là, ça a commencé à revivre. Mais parce qu'aussi, la situation s'était beaucoup sécurisée autour de moi pour différentes raisons. Mais je suis restée quand même avec une amnésie traumatique dissociative puisque c'était ma mère qui était à l'origine de ce qui s'était passé. Donc j'étais continuellement avec ma mère. Mais j'avais plein de scénarios dans la tête. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, je l'avais dans la tête. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'était là. Mais c'était là, mais comme c'était pas avec des émotions, bah, c'était comme si c'était moi qui produisais des scénarios bizarres et que j'étais vraiment bizarre, quoi. En vous disant que vous étiez folle, malsaine? Ouais, que j'étais malsaine, que j'étais folle, en me culpabilisant, en ayant l'impression que j'étais pas comme les autres. Ça donne aussi cette impression-là. Et puis, alors, c'est vrai que grâce à des profs, j'ai pu, j'ai pu avoir d'un seul coup des bons résultats scolaires. J'ai pu me créer un espace
à moi qui m'a permis petit à petit d'avancer dans la vie et puis de vouloir me battre un peu contre les injustices et tout ça. Enfin, j'avais une famille Oui. quand même très très dysfonctionnelle, c'était très violent. Donc j'avais déjà plein de situations traumatisantes que je vivais au jour le jour, hein. J'avais un père grand alcoolique, tabagique, qui est mort à 48 ans, très jeune, qui pouvait être complètement incontrôlable à certains moments. Une mère qui faisait vraiment strictement n'importe quoi et qui ne s'occupait pas du tout de moi. Mais j'avais d'autres choses en tête. Et c'est petit à petit que les émotions par rapport à ces faits, et surtout les ressentis par rapport à ces faits, sont... Sinon, j'avais eu un arrêt sur image, je crois qu'on en avait parlé, où je me rappelais très bien que j'avais été déposée par ma mère dans une grande villa, qui était... Parce que mes parents tenaient une boucherie, et elle avait livré de la viande, et elle m'avait déposée comme un paquet, et elle avait disparu. Et puis ça s'arrête là. Les souvenirs Vraiment, s'arrêtent là. hop, et puis après plus rien. Mais vraiment plus rien. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé ensuite. Mais après, enfin, je savais plus du tout ce qui s'était passé apparemment, mais j'avais les scénarios dans la tête. Mais je ne savais pas d'où ils venaient, parce que j'avais des scénarios extrêmement violents, scénarios de pénétration d'enfants, enfin des choses qu'on n'a pas dans la tête habituellement. Pour une petite fille, non? Voilà, j'avais plein du coup des sortes de comportements aussi sur mon corps qui n'étaient pas du tout normal, où je me blessais, enfin et je comprenais pas pourquoi. Et puis ensuite, petit à petit, les émotions sont revenues avec. Et après, j'ai ressenti la terreur que j'avais pu avoir. Et du coup, le scénario, petit à petit, devient réel. Enfin, ce scénario qui était bizarre devient quelque chose qui a toujours été là, devient quelque chose qui vient de la mémoire autobiographique. Mais qui est Ça m'est arrivé. Qui est presque rassurant. Oui, parce que du coup, ça explique ce qui s'est passé auparavant et ce que j'ai vécu auparavant. Mais j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ça. Et c'est pas que je l'ai compris et après, ensuite, j'ai décidé de faire psychiatrie et j'ai décidé de m'occuper de tout ça, etc. C'est que c'est petit à petit, aussi en faisant psychiatrie, que j'ai vu que j'étais pas seule aussi, que j'avais plein de patients qui avaient des comportements. Vous savez, tous les patients qu'on avait en psychiatrie, dans les hôpitaux psychiatriques, aussitôt qu'on leur posait des questions, ils parlaient de situations qu'ils avaient vécues, etc. Mais ils en parlaient de telle façon que personne n'en tenait compte. C'était des Alors enfances alors que c'est désastreuses. souvent assez les mêmes, en fait. Oui. Voilà. Et donc, c'est petit à petit que j'ai voulu comprendre. Et c'était pas facile au départ, parce que le psychotraumatisme, on n'en parlait pas du tout, c'était pas du tout enseigné. C'était que le psychotraumatisme en situation militaire sur les C'est vétérans. ça, c'était décrit sur les victimes de guerre. Voilà, c'était Louis Croc. Donc, c'est petit à petit que j'ai réussi à obtenir des renseignements pour comprendre ça. Et puis, sortir un peu de ce qu'on appelait juste la névrose traumatique. Et puis, quand même, toutes les stéréotypes sexistes à peu près désastreux que véhiculait la psychanalyse par rapport aux violences sexuelles. Mais ce qu'on a évoqué avant, ces souffrances psychologiques, cette confiance en soi, estime de soi détruite, ce syndrome de l'imposteur, vous l'avez vécu? Ah oui, complètement. Mais je m'en suis débarrassée il y a pas tellement de temps. Il n'y a pas tellement longtemps. Mais il n'y a pas tellement longtemps, en fait. Petit à petit, de toute façon, on a fait des grandes enquêtes, nous, sur l'estime de soi. Et dans les grandes enquêtes sur les personnes qui ont subi des violences sexuelles, particulièrement les violences sexuelles dans l'enfance, c'est quasiment 100% des personnes qui disent qu'elles ont une estime de soi catastrophique, même très longtemps après. Enfin, je veux dire, ça met beaucoup de temps. Et puis, on a la mémoire traumatique de l'agresseur, comment l'agresseur vous a traité comme si vous étiez rien, vous a complètement instrumentalisé, réduit à un état d'objet, déshumanisé, et que ça persiste. Et même quand malgré... moi, j'étais d'un milieu social très défavorisé. Enfin, c'était vraiment très défavorisé. Mes parents avaient fait une faillite. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée justement à subir tous ces viols. Mais ensuite, on a vécu dans un état de misère, en quelque sorte. Et puis, j'ai quand même fait un bac scientifique. J'ai réussi le concours de médecine. Mais tout ça, ça ne suffisait pas à alimenter une estime de soi. En fait, c'est un peu comme si
tout ça j'étais quand même rien, quoi. C'est Et le il a principe fallu du syndrome de l'imposteur. voilà. Et c'est aussi pour ça que les femmes ont tant de difficultés à s'imposer aussi dans l'ensemble, parce qu'elles sont très nombreuses quand même à avoir subi des violences sexuelles, quand on voit les chiffres. Et que du coup, ça augmente toute la problématique des inégalités hommes-femmes. Vous l'avez dit, hein, ces amnésies peuvent durer des mois, des années, voire des dizaines d'années, plus de 40-50 ans. Et vous le dites, c'est utile que ces souvenirs reviennent, que cette mémoire revienne. Comment ces souvenirs reviennent-ils? Comment gérer alors le souvenir du trauma et avec qui? Comment se faire aider? On en parle dans le prochain épisode. Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.